Voilà. Alors, les filles, aujourd'hui, pour l'anniversaire de Charlotte, on va faire une compo de table. En manque d'inspiration pour célébrer l'anniversaire de votre ado, cette initiative peut vous intéresser. Depuis 1 an et l'ouverture de son café fleurs, Sandrine propose des ateliers suivis d'un goûter, l'occasion pour les participants de passer un bon moment en créant. Aujourd'hui, ses amis vont apprendre à réaliser une composition de table. Le matériel est fourni et après, les participantes retourneront chez elles avec leur création. En compagnie de Sandrine, elles apprennent à disposer élégamment fougères, roses et autres germini, tout en découvrant en 2-3 tours de main comment nouer un joli ruban. Fil de fer, on le met autour. On noue. Et on a notre petit ruban. Ouais. Et après, on le pique dans la compo. C'était bien, on a appris plein de choses et maintenant on peut savoir comment on fait des bouquets de fleurs. Franchement, j'ai trouvé que c'était hyper sympa à faire. C'était aussi très amusant. Et puis, on a bien rigolé aussi, c'était trop bien. Appréciée des participantes, cette activité apporte aussi à la gérante beaucoup de satisfaction. Je le fais pour le plaisir parce que j'aime bien voir le contact. Et c'est une autre façon de travailler aussi. On est plus... c'est plus intime. Et on se raconte des fois des petites histoires, voilà, que j'aurais pas eu forcément si la personne serait venue en tant que cliente. Les clientes viennent, voilà, faites-moi un bouquet, je lui fais un bouquet, et puis voilà, merci, au revoir. Tandis que là, on prend le temps, on partage. C'est ce partage qui me plaît. Après l'atelier, le partage continue avec un goûter. Charlotte et ses amis prennent place autour d'une table bien décorée. Je trouve que c'est très très joli ce qu'elle a fait. J'aime bien toutes les petites décorations et les fleurs aussi du coup. Comptez 15 € par enfant pour participer à un tel atelier floral. Le goûter, lui, est en plus. Joyeux anniversaire, Charlotte. Joyeux anniversaire, Charlotte. Joyeux anniversaire. C'est la première fois qu'une déambulation carnavalesque a lieu dans la commune de Franck-Altroff. C'est ici que l'ensemble des centres de l'Opale, spécialisés dans les accueils périscolaires, se sont réunis pour fêter Carnaval. 8 structures regroupant 190 enfants du secteur ont participé à cette cavalcade dans le village sur la thématique du cirque. Quand il y avait la musique, pousser les chars, et il y avait beaucoup de monde et je trouve que cette journée, elle s'est bien passée pour moi. J'ai bien aimé, on a dansé avec les confettis. Après, on a été dehors. Après, on est rentré. On a un petit peu crié et ça a été passé bien la journée. Depuis 15 ans, cette cavalcade est organisée chaque fois dans une commune différente. La société carnavalesque de Putelange-au-Lac se joint aux festivités depuis 4 ans. Pour la première fois, le centre de loisirs de Freibouz a aussi été convié. Les enfants sont là depuis 8 heures ce matin avec différents temps d'accueil et d'animation, avec des spectacles de magie ce matin, des spectacles de marionnettes et de mascottes géantes. Une journée d'animation autour du cirque et du carnaval qui s'est clôturée sous les confettis et les rires des enfants. À l'intérieur du call route de Carlin, les rayons sont presque vides. Après un mois de déstockage, le magasin s'apprête à fermer définitivement ses portes. Les clients profitent pour faire une dernière course et dire au revoir au seul supermarché de la commune. Ça me fait mal au cœur parce que c'est vrai que on habite juste derrière. Donc pour nous, c'était vraiment une opportunité facile, la facilité, je dirais, voilà, de pouvoir venir faire. Quand il manquait quelque chose, allez hop, on avait vite fait un saut. Maintenant, il faut prendre la voiture. Non, pas le choix. Ça fait mal au cœur, ouais. Je pense que les gens, ça va leur manquer quand même. Niveau déplacement, les gens qui n'ont pas de véhicule vont être embêtés, quoi. Ça va être le gros problème, quoi. C'est un gros passement parce que j'habite à Carlin. Donc là, je serai obligé d'aller au Leclerc, quoi, dans des grandes surfaces. L'Intermarché, c'est pas mon domaine. Et c'est pas la même ambiance. Le call route de Folquemont suit également le même sort. La vingtaine de salariés des 2 magasins est intégrée dans un plan de sauvegarde de l'emploi. À Semrange-et-Zrange, le supermarché ouvert en 2018 va renaître sous l'enseigne Leclerc,
un léger soulagement pour ses clients. J'ai demandé aux caissières, je suis content qu'elles puissent retrouver du travail par la nouvelle enseigne. Comme ça peut beaucoup les aider, qu'elles ne sont pas licenciées. Parce que le travail de nos jours n'est pas facile à trouver. Où c'est pas terrible, c'est qu'on était habitué à Colruyt. Mais après, voilà, du moment que toute l'équipe est reprise, que tout le monde retravaille, c'est bien aussi. La réouverture est annoncée pour avril 2026. Dans le même temps, les magasins de Bertrange, d'Ibelin, Mézières-les-Messes, Putelange-au-Lac et Vaudrechin fermeront, eux, leurs portes le 24 février avant de rouvrir sous l'identité Intermarché. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Bitche, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, bonne nouvelle, le beau temps est de retour. Les températures vont remonter et les maximales vont même atteindre les 16 degrés pour la fin de la semaine. Un avant-goût du retour du printemps, alors allez-vous en profiter pour faire des activités en plein air pour cette dernière semaine de vacances scolaires? Répondez-nous dans les commentaires sur notre page Facebook. 2 personnes seront tirées au sort pour remporter une entrée au Cinéma Forum de Sarreguemines. Et côté météo pour demain, la matinée sera encore légèrement couverte, mais le ciel va rapidement se dégager pour laisser place à un large soleil pour le reste de la journée. Côté température, les minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales de 15 à 16 degrés. Demain, nous fêtons les Roméo et il fera jour de 7h25 à 18h11. Nous gagnerons 4 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et à demain. Les voix de la Terre se font entendre avec Mireille de Plate. Retrouvez tout au long de l'année à Sarreguemines de nombreux temps forts autour de la langue francique. Spectacles, conférences, projections, rencontres, ateliers, visites, expositions et bien d'autres événements vous attendent. Le Plate à Sarreguemines se vit au quotidien. Programme complet sur plate.sarreguemines.fr. Ça sent la fête dans votre Intermarché. Carnaval, Nouvel An chinois, Saint-Valentin. Toutes les saveurs sont au rendez-vous. Douceur, spécialité, idées gourmandes et produits de qualité pour célébrer chaque moment. Faites-vous plaisir sans faire grimper l'addition. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Je voyage beaucoup. Est-ce que des appareils rechargeables sont adaptés dans mon cas? Avec les nouvelles générations de batteries, les appareils auditifs disposent d'environ 40 heures d'autonomie. De plus, certains chargeurs sont équipés de batteries internes, ce qui permet de recharger jusqu'à 3 fois vos aides auditives sans prise électrique. En France, une personne sur 10 est concernée par une maladie rénale et souvent, elle l'ignore. Diabète, hypertension, surpoids, âge, certains facteurs augmentent le risque. Un dépistage précoce vous donne la capacité d'agir et de protéger vos reins. Pendant la Semaine nationale du rein, du 7 au 14 mars, informez-vous et faites-vous dépister gratuitement. Un événement France Rein. Pour en savoir plus, francerein.org. Protégeons nos reins, c'est vital. Parlez-en à votre médecin. Liebe Zuschauer, es ist wieder Zeit für Kaffeekränzel. Und diesmal haben wir an die Frauen gedacht, weil es ist ja jetzt bald Journée Internationale des Droits de la Femme. Und weil wir auf dem Land sind, haben wir mal da eine Bauersfrau oder eine Bäuerin bei uns eingeladen. Lohne mal rein am Sonntag, es ist sehr interessant.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Pascal Young. Vous êtes chef de mission pour l'ONG Électriciens sans frontières. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Bruno Young, également bénévole pour l'ONG. Bonjour. Alors, vous avez effectué une mission humanitaire au Nigeria et après plusieurs semaines sur place, vous êtes de retour. On va revenir ensemble sur cette mission. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez me recontextualiser cette mission, en quoi consistait-elle et quel était votre objectif sur place ? Alors, la mission en elle-même faisait suite à une mission d'expertise qui avait eu lieu il y a 2 ans, où j'étais sur place avec un autre bénévole. Les Sœurs de la Charité pour qui nous avons travaillé avaient une grande pénurie au niveau énergétique, notamment électricité, et le réseau donc du Nigeria qui les alimente n'est pratiquement jamais présent. Donc elles ont pallié à ce manque par le fait de démarrer des générateurs, donc 2 heures le matin et 2 heures le soir, ce qui était vraiment très peu et ce qui leur coûtait énormément cher. Bizarrement, pour un pays producteur de pétrole comme le Nigeria, c'était vraiment un contexte un peu particulier. Et donc, les Sœurs ont une convention avec Électriciens sans frontières au niveau national pour justement réaliser ces expertises et pallier à ce manque d'énergie. Donc, nous sommes allés installer tout un système de panneaux photovoltaïques, un système hybride qui prend en charge la charge donc, de panneaux photovoltaïques, qui prend également en charge le réseau quand il est présent et qui restitue après l'énergie soit directement, soit par le biais de batteries quand le solaire n'est pas présent. Alors, c'était pendant 3 semaines. Quand vous arrivez à Port-Harcourt, après plusieurs mois de préparation depuis la France, qu'est-ce qui vous marque en premier ? Je dirais bien la chaleur, déjà. Et puis après, le passage au niveau des frontières est un peu complexe, mais bon, mais ça, on était préparé, on le savait. Et après, on a eu l'accueil très chaleureux des filles de la Charité sur leur site. C'est elles qui nous ont accueillis, qui sont occupées de nous. Donc c'était très très fort. Et par contre, on a tout de suite constaté qu'il y a du boulot et que ça va être relativement dur au niveau climat. C'est quand même très chaud et très humide. Et donc concrètement, comment ça s'est passé durant ces 3 semaines ? Quel était votre travail de tous les jours ? Est-ce qu'il y avait des journées types ? Je pense que ça a dû évoluer tout au long des 3 semaines. Alors déjà, on avait envoyé un container, comme vous aviez pu le constater l'année dernière. Le container était bien arrivé au Nigeria. On avait même repoussé la date d'arrivée de 15 jours pour nous, parce qu'il avait un tout petit peu de retard, et on le savait. Il est arrivé au Nigeria quand nous sommes arrivés, et il aurait normalement dû être déjà dédouané. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le container a été bloqué pendant pratiquement 5 jours où nous étions sur place déjà. Ce qui était un petit peu préjudiciable à la mission puisque le temps était vraiment très compté par rapport à tous les travaux qu'on avait à faire. Mais heureusement, on a réussi avec l'aide donc, des Sœurs de la Charité et d'un curé sur place à pouvoir débloquer le container au bout du 5e jour. Mais nous avons quand même profité de ces 5 jours pour prendre bien conscience de tous les travaux qu'il y avait à faire, puisque j'étais le seul à connaître l'endroit exact. Donc on a vraiment profité de ces 5 jours pour mettre au point un mode opératoire pour les travaux à réaliser. Ce qui s'est très bien passé par la suite, puisque l'équipe a vraiment été très 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 réactive. Donc, mis à part ce problème de douane, est-ce qu'ensuite la mission s'est déroulée comme vous l'avez prévu avant votre départ ? Oui, très très bien. Il faut savoir aussi que le conteneur il est resté sur place et qui fait office de salle. Et c'est là-dedans qu'on a toute l'installation des panneaux photovoltaïques. Donc il a été mis sur des plots, ça a été fait avec une entreprise locale. Donc ça, c'était aussi très fort, un travail en commun qui était très très fort. Et ensuite, on s'est partagé le travail. Il y avait des spécialistes justement de l'installation de tout le système photovoltaïque. On peut dire qu'on était à 8 personnes. Et il y avait une équipe qui s'occupait de tout ce qui était réseau, tirer les câbles, alimenter les maisons, reprendre des tableaux. Donc ça s'est fait tout naturellement. Et on avait un peu le retard, mais on s'est dit il faut quand même qu'on rattrape le retard. Donc on a mis les bouchées doubles. On a passé de longues journées.
Mais c'était très fort, mais voilà, on a pratiquement réussi à terminer notre mission, on peut dire à 90%. Il y aura certainement qu'une équipe qui va y aller fin de l'année, je pense, pour finir le reste. Et vérifier aussi l'installation qui est sur place. Il faut dire que c'est pérenne. Donc installer voilà, un projet énergétique en Europe ou au Nigeria, j'imagine que c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui change le plus dans la manière dont vous avez abordé les choses, de ce que vous connaissez ici, et comment vous avez dû vous adapter un petit peu Alors, ce qu'il fallait déjà, c'est qu'on ait tout le matériel dans le container pour pouvoir travailler sans avoir besoin d'aller encore se ravitailler sur place, puisque c'est très, très compliqué de trouver le matériel rapidement. Le matériel est disponible, mais pas forcément disponible tous les jours. On a eu beaucoup de matériel de dons de partenaires, donc ce qui a vraiment aussi un petit peu diminué le coût de la mission. C'est une mission quand même qui était évaluée à entre 400 et 500 000 euros et où les sœurs n'ont eu finalement qu'à y participer à peu près pour 120 130 000 euros. Donc c'est quand même pas négligeable. Ensuite, c'est vrai que sur place, les conditions étaient vraiment dantesques pour nous pour travailler parce que on a quand même une phase d'adaptation au niveau de la chaleur qui était quand même entre 35 et 40 degrés et on faisait des journées, comme dit Bruno, très très longues qui durait du matin 6h45 au soir 18h, enfin lever coucher du soleil en somme quoi. Hein. Donc c'était assez éprouvant quand même. Surtout que les nuits, la température ne descendait pas en dessous de 25 degrés, donc chacun dormait 3 ou 4 heures par jour, quoi. Enfin par nuit, pardon. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça va apporter cette installation au fil de la charité ? De l'énergie pendant toute la journée quand même. Comme il a dit Pascal, le réseau n'est pas présent, quasiment pas présent. Les groupes électrogènes, ça leur revient très cher. Les faire tourner 2-3 heures, c'était le maximum qu'elles faisaient. Et donc maintenant, au fur et à mesure qu'on installait les panneaux, d'ailleurs on a commencé à les mettre en service, donc on voyait déjà une amélioration de la durée de l'électricité, de l'énergie présente sur le site, quoi. Donc elles se sont rendues compte au fur et à mesure qu'on avançait avec les panneaux que ça peut très bien fonctionner. Il faut dire aussi qu'après, on leur a fait une formation parce qu'il faut savoir l'utiliser à bon escient, ne pas le gaspiller, puisque souvent l'énergie solaire, elle va charger les batteries, il ne faut pas les vider non plus trop rapidement, quoi. Voilà, aujourd'hui, une économie à faire aussi. Vous parliez aussi du suivi. Comment ça se passe, le suivi, une fois l'installation faite, et vous qui êtes de retour ici en France ? C'est une installation hybride, donc c'est un système qui s'appelle Victron, qui prend en charge donc tout ce qui est photovoltaïque, le réseau, le groupe électrogène et les batteries. Donc c'est un système qui donne la priorité bien sûr au solaire quand il est présent, puisque c'est une énergie gratuite. Ensuite, en soirée, ce sont les batteries qui prennent le relais. En troisième lieu, c'est le groupe, c'est le réseau quand il est présent, et en quatrième, vraiment en secours, c'est le groupe électrogène. Donc les filles de la charité, c'est un système qui est automatique, excepté le démarrage du groupe électrogène qui lui reste manuel, et c'est aux filles de la charité donc maintenant de gérer tout ce système hybride, et elles ont également dû modifier un petit peu leur système de consommation, puisque elles avaient l'habitude de consommer le matin de 10h à midi quand le groupe fonctionnait, et le soir de 19h à 21h c'était la vaisselle, c'était le linge, c'était le repassage, des choses comme ça. Et là maintenant, il faut qu'elles prennent vraiment en compte le photovoltaïque qui est disponible en journée. Donc le report des tâches se fait pratiquement en journée. Nous avons la possibilité d'intervenir sur ce système à distance par Internet, bien sûr, avec une application pour voir déjà si ce système fonctionne correctement. Si les sœurs l'utilisent aussi correctement, puisque nous avons en données réelles la consommation des sœurs, la production du photovoltaïque, quand les groupes électrogènes s'allument, quand le réseau est présent. Donc tout ça, c'est paramétrable à distance aussi. Au-delà de l'aspect technique, il y a aussi tout un aspect humain. Quels sont les différents souvenirs que vous gardez du côté humain de cette mission-là ? Le contexte était un tout petit peu différent d'autres missions, parce qu'on fait aussi des missions d'urgence où on arrive sur un terrain qui est complètement dévasté. Là, c'était
pas le cas puisqu'on était hébergé chez les sœurs. Nigeria était un pays très compliqué, donc on n'a pas vu grand-chose du pays proprement dit. Il y avait des consignes de sécurité. Avant de partir, on est briefé sur la sécurité, bien sûr, ce qu'il faut faire et ne pas faire, surtout ne pas faire. Donc le contexte était un peu différent. Donc, par contre, on a amélioré le confort des Sœurs de la Charité qui, elles, sont sur le terrain, travaillent beaucoup avec des enfants orphelins qui traînent dans les rues. Il faut savoir que sur leur site, il y a une boulangerie, il faut travailler pas mal de monde. Il y a un jardin, il y a une petite ferme, il y a une école. Donc on a vraiment amélioré le confort des filles de la Charité et des personnes qui travaillent sur le site. Malheureusement, on n'a pas trop vu ce qui se passait à l'extérieur. Voilà, mais sinon, on a quand même travaillé avec les entreprises locales, c'était quand même très fort. Il y a aussi une formation qui est derrière, donc on a formé des électriciens aussi sur les tableaux, sur le système Victron aussi. Donc pour qu'ils puissent dépanner, pareil, au plus pressé, au plus urgent, quoi. Et personnellement, qu'est-ce que vous retiendrez de cette mission-là pour vous ? Moi, toutes les missions où j'ai participé, j'ai l'impression d'en retirer plus que ce que je peux apporter. Parce que humainement, les gens, on voit la gratitude qu'ils ont de l'énergie qu'on leur apporte. Elles voient que nous sommes bénévoles, que nous quittons nos familles pour 3 semaines, que nous allons dans un pays étranger, un pays au niveau sécurité qui n'est pas forcément même conseillé actuellement par la diplomatie en France. Enfin voilà. C'est une grande aventure humaine quand même et on reste souvent très très longtemps encore en contact avec les moyens qu'on a maintenant, WhatsApp, des choses comme ça, avec les personnes sur place et elles ont vraiment une gratitude, mais enfin c'est très 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 prenant, hein, c'est vraiment très émouvant aussi. Hein. Et vous partez du Nigeria avec quel état d'esprit ? Pareil, toutes les missions, effectivement, comme il dit, c'est pareil, on revient, on a fait un travail important, on a fait un travail qui est valorisant, mais même, on peut donner un peu de notre savoir-faire, on le partage, c'est quand même quelque chose d'enrichissant, à titre personnel. Très bien, merci à tous les deux pour votre témoignage. Merci. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. À quoi ça sert ? De toute façon, ça ne sert plus à rien. C'est quoi le conseil municipal ? Le conseil municipal, le maire, c'est pas lui qui décide de tout. Parce que le maire, c'est vraiment lui qui décide de tout. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, ce nouveau feuilleton au cours duquel nous allons découvrir, réviser les élections municipales mais aussi la vie de notre commune. Ben oui, la commune c'est là où vous habitez, où nous habitons et en général c'est au maire qu'on va confier nos petits tracas du quotidien. Sauf qu'un maire n'a pas toutes les compétences. Et vous allez voir qu'il y a énormément de choses donc à découvrir ou à revoir ensemble autour des élections municipales qui s'approchent en 2026 et de la vie d'une commune, d'où le titre « Explique-moi ma mairie ». Un chiffre pour commencer, 6. Ben oui, 6. Comme 6 ans, c'est la durée du mandat d'un conseil municipal et donc, logiquement, s'il n'y a pas de démission anticipée, le temps qu'il se passe entre 2 élections municipales. Nous allons voter en 2026, la précédente remonte donc à 2020. Une affirmation aussi, non. Vous ne votez pas, nous ne votons pas pour élire directement notre maire. Quand on va se rendre aux urnes pour ces municipales, nous allons voter pour une liste qui va composer ensuite un conseil municipal. On vote pour une équipe et donc pour un projet pour la commune. Et c'est ensuite les membres de ce conseil municipal qui vont, eux, choisir, élire qui sera le maire, donc qui sera la personne d'entre dans l'équipe qui prendra le fauteuil de maire. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Dans ce qui est peut-être le plus compliqué dans ce premier numéro, ça va être la méthode d'élection. Comment se passe ce premier tour des élections ? Eh bien, si à l'issue de ce premier tour, il y a une liste qui obtient ce qu'on appelle la majorité des voix exprimées, eh bien, elle obtient automatiquement la moitié des sièges du conseil municipal. C'est ce qu'on appelle la prime majoritaire. Les autres sièges sont ensuite répartis proportionnellement entre toutes les autres listes qui ont obtenu plus de 5% au premier tour. Et là, il n'y a pas besoin de retourner un deuxième dimanche pour voter. En revanche, si aucune liste n'obtient la majorité absolue à l'issue du premier tour, il y a donc un deuxième tour d'élection municipale qui est organisé.
Et là, on va retrouver toutes les listes qui ont obtenu plus de 10% au premier tour ou celles qui veulent fusionner avec celles qui ont plus de 10%. Voilà pour les calculs. On va terminer avec 2 mots peut-être un petit peu compliqués. Vous entendrez parler de triangulaire et de quadrangulaire. Ça, c'est pour le deuxième tour, justement. La triangulaire, si vous êtes bon en géométrie, vous allez vite comprendre. C'est qu'il y a 3 listes qui ont obtenu plus de 10% à l'issue du premier tour et qui restent en lice pour le second. La quadrangulaire, c'est la même chose, mais avec 4 listes, donc qui se maintiennent pour le second tour et qui décident de ne pas fusionner avec d'autres listes qui ont passé cette barre du premier tour. On vous a planté un petit peu le décor, on a encore beaucoup de choses à dire. En attendant, vous en savez maintenant un petit peu plus sur votre mairie et vos voisins aussi. À quoi